commencé à combattre dans l'armée en 98 à Bakassi. J'ai fait Boko Haram 2 fois. J'ai fait l'enfer 2 fois avec lui. Mentos, le voici présent. Est-ce que je dois rentrer comme ça, mon général? Ça va, j'ai compris. Vous avez encore bien compris. J'ai très bien compris. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis un enfant béni. Et je suis convaincu, vous aussi, vous qui allez regarder cette publication, et même vous qui n'allez pas regarder cette publication, mais vous regarderez autre chose, vous verrez vos enfants, vous allez respirer, vous lever ce matin, je suis convaincu que vous avez été bénis par Dieu. Aucun charlatan, aucun illusionniste ne vous a donné le souffle. Vous ne l'avez acheté dans aucun magasin, aucune boutique, mais c'est Dieu qui vous l'a donné. Ce matin, il a soufflé dans vos narines, vous êtes debout. Je vous invite donc, chacun d'entre vous, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez. Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Appelez-le comme vous voulez. Mais glorifiez-le et célébrez la vie. Bien. Mes chers compatriotes, je voudrais ce matin revenir sur un certain nombre de choses, notamment des événements qui interpelle, qui attire mon attention et me pousse à analyser certains événements. Ma grille de lecture, mon canal analytique de ce que je vais expliquer aujourd'hui n'engage que moi, ma vision, et je voudrais partager avec vous, en tant qu'un fils libre de la République, un fils de la République, un actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. Je suis le fils de la République du Cameroun. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. Donc je me bats pour mes intérêts. Pour les intérêts de mes enfants demain. Je parle d'abord ici pour moi. Et je défends ce que Dieu m'a donné. Ça ne sort de la poche de personne. Dieu a voulu que je sois né dans le pays le plus béni de la terre. Le Cameroun. Le pays dépositaire de toutes les richesses et de toutes les intelligences, le Cameroun. Je n'ai pas dit que d'autres n'en ont pas, mais j'ai dit le pays que je connais le mieux, dont je suis convaincu que je peux aller quelque part à l'est du Cameroun, aller creuser et sortir avec tout ce que je veux, dans le nord, au nord-ouest, au sud-ouest, à l'ouest, non, au sud, à l'est, dans les 4 coins du Cameroun, dans le triangle national. Je suis convaincu que nous avons tout ce qu'il nous faut. Commençant par vous, les intelligences du Cameroun. Donc je parle là d'abord pour moi, pour défendre ce que j'ai, que Dieu m'a légué, Dieu m'a donné. Je voudrais donc attirer votre attention sur un certain nombre de choses qui ont interpellé et qui interpellent mon quotidien. Et je voudrais revenir sur une publication que j'ai partagée avec vous concernant le contre-amiral Joseph Fouda. D'après mes analyses, et d'après ma lecture, j'ai compris que le contre-amiral Joseph Fouda ambitionne d'être président de la République du Cameroun. Je peux me tromper. C'est mon analyse, c'est ma grille de lecture. Je veux partager avec vous, vous allez comprendre. À travers les échanges que le contre-amiral a eus avec Mbapou Hervé Ménard, et à travers beaucoup d'autres éléments, il y a eu un déclic qui a permis à mon équipe et moi-même de s'attarder sur un certain nombre d'événements qui se passent, mais qui ne sont jamais relevés. Alors, j'ai voulu donc attirer votre attention là-dessus, mais pour que chacun d'entre vous comprenne où je vais en venir, je voudrais partager avec vous ce voice-là, ces échanges entre le contre-amiral Joseph Fouda et Mbapou Hervé Ménard. Et je vais interroger mon intelligence, je vais interroger ma vision, je vais interroger ma capacité analytique à observer, à décrypter
et à se poser des questions et des réponses en même temps. Et je partagerai donc avec vous. Je vous invite donc à écouter ensemble avec moi cet échange du contre-amiral Joseph Fouda, le vrai ou le faux contre-amiral, c'est à chacun d'en déduire. Hein. Moi, je parle là du côté sécuritaire. Beaucoup interpréteront cette histoire du côté économique, du côté politique, géopolitique, du côté du parti au pouvoir, du côté de l'opposition, du côté de la quête du pouvoir. Moi, en tant que soldat, je prends ça du côté sécuritaire. En tant que soldat, j'analyse ça du côté sécuritaire et je voudrais partager avec vous. Écoutez donc et regardons ensemble. C'est pour ça que je n'appelle pas. Ma méthode de travail a un peu changé parce que le chef ne vient pas au bureau. J'ai eu quelques petits, bon, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai appris que vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Écoutez attentivement. Oui, donc je suis un peu pris ces jours-ci. D'accord, papa. C'est pour ça que je n'ai pas le temps pour autre chose. Vraiment, papa, je suis mal. Militaire. Je sais, papa, mais je suis un grand officier, même si d'aucuns disent au contraire. Je sais, papa. Tous ceux qui sont devenus officiers aujourd'hui, officiers généraux et même officiers supérieurs, beaucoup. Allô? Oui, papa, je dis papa, je vous comprends. Papa. Beaucoup, c'est parce que je l'ai voulu. Oui, le général Méligny l'a dit au colonel dernièrement quand il y a eu la confrontation entre Diallo et lui. Vraiment, papa, croyez-moi, papa, je vous en prie, ne dites pas que je vous... Le général Méligny ne devait même pas être général. Oui. Il a été général parce que c'est moi qui ai rajouté son nom. C'est pour ça qu'il y avait 11 généraux au lieu de 10. Il a reconnu ça devant le colonel, papa. Excusez-moi, je ne vous prends pas, je ne vous manque pas de respect. Ça me gêne, papa, qu'on en arrive là. Croyez-moi, papa, vous me connaissez bien. Je n'ai pas de problème avec toi. D'accord, papa. Aucun problème. Quand je demande de rester tranquille, il faut rester tranquille. Bien reçu. Je sais ce que je fais. Ce n'est pas tout aussi que je peux t'expliquer ou bien que je dois t'expliquer. Ok. D'accord, papa. Il faut rester tranquille. Oui, papa. J'ai compris, papa. Je sais ce que je fais. D'accord, papa. Et je sais pourquoi je le fais. Oui, papa. D'accord, papa. Justement, il y a eu une plainte. Oui, papa. Et les gens se sont appuyés sur la plainte. Je le sais parce que le colonel ici m'avait informé. Voilà. Mais d'autres esprits ont saisi le chef de l'État. Oui, papa. Ok. Pour cette même affaire. Merci, papa. D'accord. Donc, j'étais obligé de choisir le chemin que j'ai choisi. Je comprends maintenant, papa. Je comprends, papa. La connexion, papa. Voilà. Donc, il faut laisser tranquille. Oui, papa. Pas la gendarmerie ne pouvait pas te garder ni le jeudi, ni le vendredi, parce que ce que j'avais dit, aussi bien à Ono qu'au général Elokobi était très clair. Oui, donc, papa. Le général Elokobi, qui est le patron de... Moi, je ne cause pas avec le colonel Dongo. Je vais laisser à le faire. Le général Elokobi sait que tu es mon fils et c'est suffisant. D'accord, papa. Allez, à plus tard. Bien reçu. Ok, merci, papa. Bien. Vous avez donc écouté cet échange entre le père et le fils. Le contre-amiral Joseph Fouda et son fils Hervé Mbapou Ménard. Le reste, pour moi, n'est pas très important. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Et c'est cette partie-là, il est vrai que tout le contenu est riche. Il dit beaucoup de choses en tant que général, en tant que faux général, mais le faux général qui parle là dit des choses que le vrai général a exécutées. Il y a réellement eu 10 généraux, il y a eu un qui a été ajouté, on s'est retrouvé à 11, le faux général parle au quartier, mais ce faux général, nous dit-on, tout ce que le faux général dit est confirmé par le vrai général. C'est là où ça me crée problème. Mais jusque-là, on peut encore, chacun peut encore épiloguer là-dessus et tergiverser. Mais moi, ce qui m'intéresse, je vais vous faire écouter la partie la plus intéressante pour moi. Et c'est celle-là, en tant que soldat, moi, m'interpelle beaucoup. Et je voudrais que chacun d'entre vous se pose un peu et réécoute les
15 ou 20 premières secondes de cette publication. Écoutez attentivement. C'est pour ça que je n'appelle pas. Papa. Ma méthode de travail a un peu changé parce que le chef ne vient pas au bureau. J'ai eu quelques petits, bon, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai appris que vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Bien. Je vais reprendre ça pour que tu comprennes où je vais en venir. Je reprends. Je vais reprendre sur cette partie-là pour que tu comprennes. C'est pour ça que je n'appelle pas. Ma méthode de travail a un peu changé parce que le chef ne vient pas au bureau. J'ai eu quelques... Bien. Ma méthode de travail a un peu changé parce que le chef ne vient pas au bureau. Le monsieur qui parle est un chef militaire qui n'a pas le droit de donner la position de son chef. Il n'a aucun droit. Ce qu'il vient de faire là, ça s'appelle la haute trahison. Il n'a pas le droit de donner la position de son chef à l'extérieur quand on connaît la situation du pays. On connaît la position du président. Parce que le soldat doit toujours être loyal. Le soldat ne doit pas faire la politique. Moi, je ne fais pas de la politique ici. Personne ne peut m'amener au parti au pouvoir, ni au parti de l'opposition. Personne ne peut m'amener à aller rejoindre le parti au pouvoir, ni m'amener à rejoindre l'opposition. Personne. Mais le soldat, une fois que tu es entré dans l'armée, tu vas être fidèle au chef jusqu'à la mort. Tu es fidèle au chef, sauf s'il y a rébellion. Fidèle jusqu'à la mort. Donc, connaissant la position du pays, le père des militaires, le chef suprême des militaires, le chef de l'État, le père de la nation, est malade, est vieux, il est faible, il est fatigué. Nous connaissons ça. Mais là, quand ce monsieur parle, il vient là de donner les armes à l'opposition. Il vient là de confirmer ce que l'opposition recherche. Parce que si nous avions une opposition normale, mon ami, l'opposition n'aurait pas à aller chercher très loin. Il poserait tout de suite là une motion pour la destitution, pour vacance du pouvoir. Parce que l'information n'est pas donnée par n'importe qui. L'information est donnée par le conseiller spécial du président. La porte de sortie et d'entrée du président. Les yeux du président et les oreilles du président. Qui viennent là de vous informer. Alors, cette information a plusieurs options. Pourquoi informe-t-il l'extérieur? Il a parlé là à Hervé Parfait, maintenant à Mbapou. À qui d'autre a-t-il dit cela? C'est moi qui fais tout. J'ai beaucoup de travail. Le président ne vient plus au travail. Le président ne vient plus au bureau. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais tout. Le président ne vient plus au travail. C'est pour ça que je n'appelle pas. J'ai beaucoup de boulot. C'est un message qu'il passe. Et il dit déjà aux autres, le président n'est plus en capacité de gouverner ce pays. C'est moi qui fais des généraux. Il y en avait 10, j'en ai ajouté un autre. C'est moi qui décide. Nonobstant ce que certains peuvent dire au quartier. Je suis un chef militaire, un grand chef militaire. C'est moi qui ai fabriqué des généraux. J'ai fabriqué des officiers. N'en déplaise à certains, c'est moi qui les fabrique. Le président ne fait plus rien. Il ne travaille plus. C'est moi qui décide de tout. Oui, monsieur. J'ai dit à Elokobi, je ne suis pas habilité à parler avec Dongo. Elokobi connaît que tu es mon fils. J'ai demandé qu'on ne te garde pas. Il parle là en posture de quelqu'un qui décide. Qui commence à vous faire comprendre qu'ici, le président n'agit plus, c'est moi qui décide. Donc, connaissant que cet enfant qui parle là, il s'adresse à un enfant, ça lui donne aussi des galons. Mon père, le contre-amiral, c'est lui qui fait ceci. Donc, si tu as besoin d'un problème au quartier, c'est mon père qui va décider de ceci. Ça lui donne donc le courage d'aller, comme il a lui-même dit dans d'autres précédentes publications, vous m'envoyez aller escroquer les gens, mais vous refusez de partager le revenu. Si vous auriez donné 20 millions à Alain et Kassi, il ne serait pas en train de parler. Bon, ben ça, c'est un autre sujet. Je reste dans le côté sécuritaire, pour ne pas vous perdre de vue sur quelque chose. Le contre-amiral parle, n'est-ce pas? Il dit que le président Paul Biya ne vient plus au boulot.
c'est une arme fatale qu'il a transmise comme ça aux opposants. Bon, comme nous n'avons aussi une position factice à la solde du pouvoir, les sous-traitants du RDPC, personne n'a relevé cela. N'est-ce pas? C'est une occasion. Sachant que il parle avec des canaux. Hein. Les téléphones peuvent être écoutés, les messages peuvent être cryptés puisqu'il est le chef militaire. Le premier agent de renseignement du président de la République, c'est son contre-amiral, son conseiller spécial. Les autres sont aussi, hein, les Aïvo, les Hollande, les autres qui sont là-bas. Mais lui, il a un pas d'avance. Il est le conseiller spécial du président. Ce qui sort, ce qui rentre, passe là, pour aller chez le président. Bien. Maintenant, supposons que ce ne soit pas lui. Pour ceux qui me diront que non, bon, je le connais, bon, toi aussi, comment je connais le contre-amiral, c'est l'homme le plus calme de la terre, même l'eau fait du bruit. Lui, il ne fait jamais de bruit. Le monsieur là, il ne va jamais aux toilettes, hein. Non, papa, ce monsieur-là, personne ne le connaît. Hein? Il ne part pas aux toilettes, il ne fait pas pipi. Le président travaille avec un robot, un masque. Ce monsieur-là, c'est l'homme le plus clean de la terre. On te dira ça. Très bien. Mais ma question est la suivante. Ce n'est pas le contre-amiral, n'est-ce pas? À partir du moment où il y a une telle information qui a circulé, le contre-amiral qui est bien informé et qui reçoit ce voice, que quelqu'un parle à son nom, et quelqu'un dit des choses qui ont été dites et qui ont été faites par lui alors que ce n'est pas lui. Quel est le réflexe du soldat que je suis? Le premier réflexe, c'est quoi? Je te pose la question, toi qui me suis. Ok, d'après moi, le premier réflexe, pour moi, est de monter l'enquête, demander une ouverture d'enquête, pour chercher à savoir d'où vient cette information, qui a vocation à déstabiliser la République, déstabiliser ma fonction, et déstabiliser le président de la République, parce que savoir que le président de la République ne fonctionne pas, ne fait pas au travail, peut susciter un coup d'État. Alors, en tant que conseiller spécial, je dois activer tout ce qui est activé pour qu'une enquête s'ouvre. Qu'on cherche ceux-là qui veulent renverser la République, qu'on cherche ceux-là qui veulent déstabiliser les institutions. C'est une information qui a vocation à déstabiliser l'État. Mais personne n'agit. Personne n'a ouvert l'enquête. Le contre-amiral viendra parler des années après, longtemps après, parce qu'il a entendu qu'on a accusé qu'il a pris de l'argent au quartier. Le contre-amiral viendra vous faire comprendre que non. Il se lève parce qu'il porte plainte parce qu'on apprend qu'il a pris de l'argent au quartier. On entendra toujours le contre-amiral parler quand c'est toujours un problème d'argent. Ça a été le cas. Ce même contre-amiral, vrai ou faux, avec, Jean-Jacques Fouda. Toujours problème d'argent. Là, il était prompt à aller dire au président de la République. Le vrai contre-amiral à ce moment-là était prompt à aller dire au président de la République que non, monsieur le président, il y a quelqu'un au quartier qui utilise mon nom en se passant pour mon petit frère parce qu'il s'appelle Fouda comme moi. Mais il n'y a que le prénom qui diffère. Jean-Jacques Fouda. Moi, c'est Joseph Fouda. Mais il passe partout disant qu'il est mon petit frère. Il a narqué des personnes. Voilà comment Jean-Jacques Fouda est convoqué chez Bargangeli. En ce moment-là, on connaît qu'il y a un contre-amiral. Et à partir de là, Jean-Jacques Fouda a perdu son poste en tant que Dirmacia. C'était toujours un faux contre-amiral ou c'était un vrai contre-amiral avec lequel Jean-Jacques Fouda avait affaire. Alors que tout ce qui avait été fait par Jean-Jacques Fouda avait été fait à la demande de Joseph Fouda, le vrai contre-amiral. Mais comme il ne voulait pas toujours que son nom apparaisse du côté de où on parle de trafic, parce que lui veut être monsieur blanc comme ma chemise là, blanc comme neige. Il ne veut pas que son nom sorte. En ce moment-là, il agit vite. Mais il n'agira pas aussi avec la même promptitude, la même rapidité pour dire, j'ai appris que quelqu'un a dit que le président ne vient plus au travail. Ce qui est vrai, le président ne part plus au travail. C'est vrai, mais qui parle de ça au quartier? On m'accuse alors que ce n'est pas moi. Mais les faits sont réels. Mais quand les faits sont réels, qui l'a dit? Ce n'est pas lui. Mais pourquoi ne demande-t-il pas une ouverture d'enquête? Pourquoi on retrouve qui dit ça? Et cette personne qui parle dit tellement de choses avec beaucoup d'exactitude, beaucoup de vérité, des nominations. Parle des chefs militaires. Et le copie parle du colonel Aïssi, parle d'une plainte, des affaires en cours. Que
Il faut que cette personne soit à l'intérieur et à la présidence pour parler de ces choses-là. Parce que si vous posez la question maintenant à un autre général, notamment à celui qui a tapé une femme au quartier l'autre jour, ou alors lui ou son garde du corps, je ne sais pas trop, je ne veux pas trop m'aventurer. Bon, qu'est-ce qui se passe ici dans cette affaire? Il ne connaît pas, parce qu'il ne connaît ni Madame Dongo, Jeanne Aline, commandant de groupement du centre. Il ne connaît pas Mbapou, il ne connaît rien. Mais le contre-amiral qui parle là, parle avec beaucoup de détails, parle avec beaucoup de précision, parle des nominations. Il a fait nommer un général qu'on appelle Melingui. Il parle d'une enquête en cours qu'il maîtrise très bien. Il parle de l'absence du président au travail. Et il finit en disant, c'est moi qui fais, j'ai beaucoup de travail. La conversation avec cet enfant n'avait rien à voir sur ses capacités militaires ou pas. Il est contre-amiral. Pourquoi il a besoin de s'expliquer qu'il est contre-amiral? D'autres disent qu'il n'est pas un vrai chef militaire, mais il réussit quand même à faire nommer des généraux. Sans lui, certains ne seront pas des officiers aujourd'hui. Mais c'est grâce à lui que ces gens sont des officiers. Alors ce monsieur devrait être poursuivi pour haute trahison, cour martiale directement. Parce que ce que vous voyez là, ça s'appelle la trahison. Pour vous qui êtes des civils, vous ne pouvez pas comprendre cela. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas idée. Ce qui vient de se passer là, dans ce voice, est très grave. Personne n'a relevé ça. Vous n'allez entendre aucun média parler de ça. Parce que ce soit le contre-amiral vrai, que ce soit le contre-amiral faux, c'est une enquête qui doit être montée, ouverte, de façon minutieuse, pour rechercher les déstabilisations qu'on peut raconter. Moi, je peux parler ici, on se dit que voilà, Nouma parle, il raconte sa vie, et encore que, quand Nouma parle ici, il ne dit pas n'importe quoi. Je dis des choses avec précision. Je dis des choses avec fidélité. Je dis des choses avec loyauté dans le combat que je mène. Dans l'armée, c'est la constance, c'est la cohérence, c'est la persévérance. Dans l'armée, c'est la tactique, c'est la stratégie, c'est la méthode. Je couvre tout ça. Et je vous sers ici. Alors, je pose toutes ces questions et je vous invite, chacun d'entre vous, à aller analyser ces comportements. Allez les analyser et dites-moi ce que vous en pensez. Allez les analyser et posez-vous aussi des questions. Sur ce voice-là, je parle du côté sécuritaire, du côté étatique. C'est un militaire qui parle. Ce sont des militaires qui entourent le président. Je prends toujours un exemple me concernant. Je publie ici. Le FBI m'appelle. On m'a appelé, on est venu me voir jusque dans ma maison. Ce jour-là, j'étais accompagné d'un compatriote. C'est un Congolais. Il s'appelle Vance. Un garçon très brillant. Nous étions ensemble quand le FBI est venu. On me dit, mais bon, vous avez fait des publications. Bon, ils ne sont pas venus comme ça, on avait pris rendez-vous parce que il m'avait appelé, j'étais à Washington DC, sortant de Virginia. On me dit qu'on veut te rencontrer. Moi, je lui ai dit, je ne vous rencontre pas autre. Ou vous m'invitez dans vos services, ou vous venez chez moi. Ils sont venus. Vous avez publié, fait des publications sur telle chose. Nous voulons avoir des éléments. Parce qu'ici, nous luttons contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, ainsi de suite. Bon, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe avec cette histoire. Croyez-moi, j'ai sorti tous les dossiers. J'ai donné. Je suis allé à leur service. Et c'est cette affaire-là qui a fait partie François Ngoubeni, le percepteur du Cameroun à Washington, l'ambassade du Cameroun à Washington. C'est cette affaire-là qui a fait tomber l'ambassadeur du Cameroun à Washington, Charles Atangana, bienvenue, quelque chose comme ça, son nom. Mais c'est ces éléments-là. Pourquoi? Parce que l'Amérique est soucieuse de ce qui rentre dans son pays et de ce que les gens font. Dans mon pays, on parle de l'absence du président. Ça fait vacance du pouvoir. Le président n'est plus capable de diriger. Le pays est dirigé par son conseiller spécial. Ça me rappelle un jour comme ça, les déclarations de Roméo Dika, qui dit que l'ancien secrétaire général avec lequel il travaillait, à un certain moment, il était tellement malade que c'est Roméo Dika qui faisait tout. Là, c'est tout dans le cadre du parti. Mais là, nous parlons dans le cadre d'un chef militaire qui est président de la République. Le contre-amiral envoie le message dehors. Le monsieur là ne travaille plus. Il ne sert plus à rien. Alors cela inspire beaucoup d'autres questions.
que je vais entamer avec vous dans d'autres publications. Parce que vous vous rendez donc compte que les déplacements du président de la République sont sujets à assurer là, à ceux qui veulent prendre le pouvoir, à démontrer que le président de la République ne sert plus à rien. Partout, il faut le tenir pour qu'il marche. Il faut l'arrêter pour qu'il marche. Il perd la tête parfois. Il vous dit, est-ce que je suis... Il y a du monde dans la salle. Pourquoi tout ce monde-ci? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vous croyez que tout ça se fait sans l'aval du conseiller spécial? Pourquoi est-ce que Paul Biya est maltraité comme ça? Parce que ces gens-là veulent donner des gages de l'autre côté que le président de la République du Cameroun ne répond plus. Oui, le président de la République ne répond plus. Pour cela, tous ces gens-là, que ce soit le secrétariat général, que ce soit le cabinet civil, que ce soit le conseiller spécial, tous cela ont des appétits de pouvoir. Alors, tous, de l'autre côté du pays de l'Occident que vous savez, leur fait comprendre que non, c'est toi qui vas le remplacer. Il suffit simplement de faire ce que nous vous demandons de faire. Biya étant comme un patriarche, il faut l'amener partout pour que sa présence s'impose. En ce moment-là, sa présence ne sert pas la République du Cameroun, mais sa présence sert plutôt deux camps. Ceux qui veulent prendre le pouvoir démontrent que le président n'est plus actif, et ceux qui sont de l'autre côté, en Europe, en Occident, profitent donc de cette situation pour faire asseoir leurs intérêts en faisant miroiter aux autres, c'est-à-dire à Joseph Fouda, à Vondoyolo, à l'autre qui est l'autre Dunguru, qui est au secrétariat, que non, mais chacun d'entre vous prendra le pouvoir. Pendant ce temps, on utilise la première dame qui marche aussi là, Kounia, alors que l'intérêt n'est pas l'intérêt de la République du Cameroun, ni l'intérêt de Paul Biya. Maintenant, tout ce qui se passe, c'est pour l'intérêt de ceux qui veulent prendre le pouvoir. Ils veulent donc démontrer aux yeux du monde que là, le président ne sert plus à rien. Donc, ce qu'on met devant, on va mettre Franck Biya devant. Et on sait très bien que Franck Biya est détesté. Oui, monsieur. Quand on met Franck Biya là devant, Franck Biya est détesté, tout le monde le sait. En mettant Franck Biya devant, c'est pour démontrer que toute la famille, tous les enfants de Paul Biya ne peuvent pas le remplacer et ne servent à rien. Mais pendant cette période-là, la France et les autres profitent de faire signer un certain nombre de choses. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Bongo. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec son fils. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé après. Je vais te remémorer. Et ça, je vais te parler de ça dans la prochaine publication. Comment, dans les échanges, on a réussi à vendre Brenda Biya. Ça, je ne vous en parle pas maintenant. Je vais vous en parler tout de suite même, dès que je finis avec celle-ci. Ali Bongo. On appelle Ali Bongo. On dit à Ali Bongo que pour que ton pays entre dans le Commonwealth, signe ici que tu autorises la défense du fion, les papa, dans ton pays. Signe là. Et quand Ali Bongo part, il ne part pas seul, il ne va pas signer en cachette. Il est avec des gens, y compris sa femme, n'est-ce pas? On les a fait croire que signez, vous êtes là pour vous. On va continuer de vous protéger. À la fin, on l'a débarqué. Chantal Biya aujourd'hui, qui fait la caution de ces gens-là, ne sait pas qu'elle est en train d'être utilisée pour débarquer demain. Observez très bien que on parle toujours de Chantal Biya dans les médias. On l'insulte en France. Aucun média n'a jamais parlé de la femme à l'international de Fouda. Aucun média n'a jamais parlé de Fouda à l'international en dehors de l'affaire Mbapou. Aucun média n'a jamais parlé de camp général au Cameroun. Et Dieu seul sait qu'ils sont des médiocres. Personne ne parle d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas, ces médias-là qui sont aussi des services de renseignement, qui sont à la solde de certains pays occidentaux que vous connaissez, ne veulent pas créer des inimitiés pour que leur plan ne se gâte pas. Parce que si on commence à indexer des généraux, ils peuvent se radicaliser. Donc, on les tient comme ça. Et quand un général tente de se lever, la réaction de Fouda, c'est laquelle? C'est de le frapper, paf, tout de suite, comme ils ont fait avec Isaïe Ngambou. Comment peut-on
rabaisser un général à ce point. La mafia est donc passée par là. Parce que personne ne doit lever la tête. Il faut tout simplement que les décisions qui viennent doivent venir du contre-amiral Joseph Fouda, le conseiller spécial de M. Biya. Expliquez-moi comment est-ce qu'on peut débarquer un général comme Esaïe pour une histoire qui se passe au quartier. Vous pouvez m'expliquer ça? C'est-à-dire que le général a été prompt à aller se battre pour un problème de 500 francs CFA dans un péage. Mais il n'a pas été prompt à se poser la question que, mais quand on débarque notre compatriote général, notre collègue, demain ça peut être mon tour. Personne ne doit parler. On te neutralise tout de suite. Le général, le contre-amiral Joseph Fouda a des vues, ambitionne d'être président. Et toute personne autour de lui, ils font tout pour noyer toute personne qui tente de se lever. Et chacun a une mission, rabaisser l'autre. Je vais te donner un autre exemple. Il faut que tu écoutes cet exemple attentivement et comprendre comment est-ce que ces gens ont donc décidé de progressivement se débarrasser de Paul Biya en l'exposant à la communauté internationale comme étant un criminel de guerre. Parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. Et l'homme qui est à la manœuvre de l'autre côté, c'est exactement le contre-amiral Fouda. Regardez bien cet exemple que je vais te donner. Permets-moi d'enlever mes lunettes de mon ami Augustine, à qui je passe le bonjour, avec toute sa famille du côté d'Atlanta. Tu vois ce document-là? Observe bien ce document. Ce document que tu vois là. C'est un communiqué officiel. J'ai le même communiqué ici. Non, je vais m'en faire. C'est un communiqué officiel. Ici là. Ce communiqué. Je vais te lire le premier paragraphe seulement. Et je vais te dire la signature pour que tu comprennes. À la suite des événements tragiques survenus dans la nuit du 13 au 14 février 2020, dans la localité de Gabour, et en exécution des très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a mis sur pied, le ministre délégué sur haute instruction du président Paul Biya a mis sur pied en date du 17 février 2020, ça s'est passé le 14 février, 3 jours après, dans le 17 février, une commission d'enquête mixte avait pour mission de faire la lumière sur les circonstances de la subvenue des 10 événements, établir les responsabilités des différents acteurs. Ce document, à la demande du président de la République, le ministre de la Défense a instruit une commission mixte d'enquête pour définir ceux qui ont tué et brûlé les corps des civils. C'était des militaires. Il faut donc déterminer les responsabilités. Ce qui a été fait. Ici, là, on a nommé toute une commission d'enquête. Les personnes responsables, il ressort donc qu'il y a eu le chef qui a fait tout ça, qui était à la base de tout ça. C'était un chef de bataillon. C'était un chef de bataillon. Nyangono, Zé Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée BIM. Il a fait ça. Avec ses éléments. Le sergent Babangida, le gendarme Sanding Cyril et le soldat de première classe Aranga. Tout ce monde-là. N'est-ce pas? Et il y avait les 10 membres du comité de vigilance engagés à Garbour 3, non encore identifiés, ont participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et incendié des maisons. Donc, les 3 militaires là, plus 10 civils, sont allés tuer des personnes et ont brûlé les corps et ont brûlé les maisons et ont maquillé la scène du crime. Il y avait plusieurs personnes qui sont mortes. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport, n'est-ce pas, dans ce rapport-là, c'est que dans ce rapport-ci, qui est signé par un civil qui a délégation de signature sur haute instruction, ce monsieur-là, il s'appelle Ngongo Ferdinand. Il signe ce document avec l'aval du conseiller spécial. Ce document-ci. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce document, militairement? Ce document est une plainte qui conduit directement Paul Biya à la Cour pénale internationale. Chef militaire. Ça, ce document-ci conduit Paul Biya tout droit là-bas. Parce que le ministre Betty Assomo, ici, est un ministre qui est bien mentionné, ministre délégué à la présidence, chargé de la défense. Qui est le ministre de la défense réel? C'est Paul Biya. Qui accuse Paul Biya ici? C'est son conseiller spécial et le secrétaire général qui se mettent ensemble pour dire à la communauté internationale que nous avons reconnu, nous, après enquête, que ceux qui ont tué là,
répondait au nom de qui? Qui sont ces militaires? Les militaires sont ceux-là qui ont la responsabilité de la sécurité du Cameroun. Sont allés créer un génocide, un carnage. Ils ont tué des personnes et brûlé le corps. Et ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous que j'avais publié ici. C'est moi qui étais la première personne à publier ça. Les militaires qui avaient tué des femmes avec des bébés au dos, dont les éléments m'avaient été donnés dans ce pays. J'ai publié. Paul Biya était toujours responsable. C'est lui le chef militaire. Et ici, son conseiller spécial, qui a lu ce document avant d'être publié, parce que ce n'est pas une affaire civile. Amourobute a lu ça. Le chef d'état-major particulier de Paul Biya. Ils ont lu tout ça. Donc, quelle est leur mission? Leur mission, c'est de montrer régulièrement depuis des années que Biya ne gère rien. Rien. Et que ce que vous voyez là démontre que c'est lui le criminel de guerre. En signant ce document, en accusant le ministre de la Défense, en accusant toutes les personnes qui sont là, mais à la fin, c'est Biya qui est responsable. Parce que si Sandy est condamné, il obéit à qui? À un ordre bien donné. Si Aranga est condamné, il obéit à qui? Il obéit à un ordre bien donné. Si le colonel Charles Nyangono, Zéchal Eric est condamné, il obéit à un ordre. Le sergent Babangida, chef de groupe mixte de Tumba, il obéit à un ordre. Qui donne cet ordre? Sachant que vous ne pouvez pas faire une telle opération sans hiérarchiser la chaîne de commandement. Le président de la République est responsable. Et pour que ce document sorte, le contre-amiral a lu ça. Pour que ce document sorte, Amourobute a lu ça. Pour que ce document sorte, le ministre de la Défense a lu ça. Toute la chaîne a lu. Mais je ne sais pas à quoi pensait-il. Ils ne savent pas qu'en lisant, en publiant cette histoire, le contre-amiral expose son président, accuse son président. Parce que c'est lui le conseiller de Biya dans cette enquête. Alors, en tant que conseiller de Biya, si Biya n'est pas responsable, qu'est-ce que Biya a fait du colonel Nyangono, Zéchal Eric? Rien, n'est-ce pas? Il est au quartier. Mais Joseph Fouda est là. Ceux qui ont signé ça. Parce que on peut accuser Ngongo de tout, hein. Moi ici, en premier. Mais là, Ngongo n'est pas militaire. Vous comprenez donc la stratégie du contre-amiral Fouda, la stratégie des autres, c'est de montrer à la communauté internationale que l'homme que vous défendez là, l'homme que nous vous présentons, il ne sert plus à rien. Il faut l'affaiblir. Il faut démontrer son imposture. Et en ce temps-là, il faut le sortir tout le temps, aller le retrouver assis sous la pluie, avec le plastique sur la tête, aller à des invitations avec des personnes dont la plupart des hommes d'affaires sont les membres de famille. Chantal Biya prend son fils, Franck, du côté de Paul Biya. On prend aussi Franck de l'autre côté. Pourquoi ils font ça? Pour démontrer à la communauté internationale que le peuple camerounais déteste ces gens. Parce qu'aucun Camerounais sérieux ne vous dira que Franck Biya est un homme d'affaires. Aucun Camerounais sérieux ne vous dira que Franck Hull c'est un homme d'affaires. Aucun Camerounais sérieux ne vous dira que Bonivan Vondoassam est un homme d'affaires. Mais c'est toujours eux. Mais quand ils font ça, c'est pour faire comprendre à la communauté internationale que toute la chaîne de Biya est nulle et qu'ils sont détestés par des Camerounais. Donc quand on vous met Franck Biya devant, c'est pour brouiller les cartes. L'homme qui est derrière tout ça, qui a envie de faire comme Lingingema, s'appelle le contre-amiral Fouda. Il n'est pas seul. Tous ont des velléités, tous ont des appétits, tous ont une volonté, l'appétit du pouvoir. Tous, y compris le cabinet civil. Mais tous obéissent à un ordre qui vient de l'autre côté. On leur demande, ils donnent. Regardez un peu ce que vient encore de faire le contre-amiral Joseph Fouda. J'analyse, je fais ma grille de lecture. Ils prennent Sarkozy, ils disent à Sarkozy qu'il viendra au Cameroun. Sarkozy est celui-là qui avait demandé que Paul Biya doit partir du pouvoir, n'est-ce pas? Si Paul Biya est resté, c'est pas sa capacité subtile à manipuler en diplomatie. Il est allé se réfugier chez Xi Jinping. C'est Xi Jinping qui a pesé pour que Paul Biya reste là aujourd'hui. Ce qui a fait que Sarkozy est parti, Paul Biya est resté et Sarkozy n'est jamais venu au Cameroun. Aujourd'hui, quel est l'intérêt de Sarkozy de venir au Cameroun? On vous fait comprendre que l'intérêt, c'est parce que Paul Biya veut être réélu. Paul Biya va être réélu. Qu'est-ce que ça changera que Paul Biya soit réélu aujourd'hui? Vous ne le voyez pas, il ne fait rien. C'est quand il sera réélu que ça va changer quelque chose? Non. La venue de Sarkozy ne sert plus Paul Biya.
la venue de Sarkozy est là, comme il avait fait la même chose au Gabon, quand Bongo est mort. Il fallait venir rapidement adouber Ali Bongo. La venue de Sarkozy, c'est un arrangement pour rassurer ceux qui veulent prendre le pouvoir après lui. Ça part de Vondayolo, ça part du contre-amiral, ça part du secrétariat général. Et on dit à Chantal Biya que non, mais c'est vous qui allez toujours être là. Mais mon ami, ce n'est plus Paul Biya. Ces gens-là agissent après Paul Biya maintenant. Ils veulent donc donner les gages à leur patron, c'est-à-dire à Sarkozy et le reste, que vous pouvez compter sur nous. Parce que si le contre-amiral n'avait pas de velléité du pouvoir politique, n'avait pas la petite politique, il allait bloquer toutes ces choses-là. Il allait dire, mais attention, ce monsieur-là nous a humiliés. Il a humilié le président. Il n'est jamais venu au Cameroun. Qu'est-ce qui le motive aujourd'hui à venir en bras de chemise, venir voir le président de la République, alors que c'était un repris de justice? Comment voulez-vous qu'un patron militaire, un chef militaire, un président de la République reçoive Sarkozy aujourd'hui alors qu'il a des procès en cours, alors qu'il a un casier judiciaire, alors. Mais pourquoi ces gens-là font ça? Ce n'est plus pour Paul Biya qu'ils le font. Ils le font maintenant pour leur propre intérêt personnel. Donc ils sont tous complices de ce qui se passe. Permettre à la communauté internationale de comprendre que Paul Biya ne représente plus rien, mais on peut l'utiliser pour sortir de l'argent à les garder. On peut l'utiliser pour nous permettre aussi de commencer déjà à préparer notre retour, à prendre le pouvoir. Entre-temps, il n'y a pas qu'une seule personne. Il y a Vondayolo. Il y a le contre-amiral Joseph Fouda. Il y a Chantal Biya de l'autre côté qui aimerait que son fils soit quelque part, ce qui va être compliqué. Il y a Ferdinand Gongo. Mais il y a de l'autre côté un autre larron dont on ne sait pas ce qu'il est en train de préparer, à Bondo Raymond, le patron de la garde présidentielle. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir là sont des manipulations minutieusement organisées et travaillées par le contre-amiral Joseph Fouda. J'ai voulu attirer ton attention sur cette première partie de cette grille de lecture. C'est moi. Toi, tu peux avoir une autre grille de lecture. Ça n'engage que moi, ce que je dis. Je t'invite donc, toi aussi, à réfléchir sur ces sorties. Quand Chirac était malade, on ne voyait pas les gens le traîner n'importe comment. Sa femme était même d'ailleurs très très énervée. Ses enfants ne voulaient même pas qu'on le voie. Quand Mitterrand est tombé malade, avez-vous vu les dirigeants français le traîner partout? Alors, le comportement des gens qui entourent Paul Biya sont appelés à démontrer à la communauté internationale que non, il ne tient plus sur ses pattes. Au point où c'est le président Macron qui le tient, qui le fait marcher, qui l'accompagne. Et pendant ce temps, ils sont en train de faire asseoir leurs besoins. Pour qu'un jour ou l'autre, on se lève un matin, avec ce qui s'est passé, on dit non, 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 la meilleure personne, la mieux préparée sur ce coup-là, c'était le contre-amiral Joseph Fouda. Il faut donc tuer tous les autres. On dit aux autres que non, suivez-le. Bon, il va être là justement pour changer les choses et pour donner le pouvoir à peut-être Ngongo, bien peut-être machin, tout ça. Tac. Voilà comment le contre-amiral est en train de travailler en sous-bassement pour tuer toute personne qui va se lever. Donc quand vous regardez cette affaire de Mbapou, vous comprenez que plusieurs colonels sont là en train d'être utilisés. Quand il va finir d'utiliser Mbankui, vous allez apprendre que on a enlevé Mbankui, on a commencé à le persécuter, on va s'attaquer maintenant à Bondo, Raymond, Bokor, le gars de la garde présidentielle. C'est le travail du contre-amiral, affaiblir tout le monde pour se lever. Parce que quand il fait ça, bon, il savent automatiquement que Betty Assomo, je ne connais pas sa position, mais ce n'est pas lui qui décide. Tout ce que Betty Assomo quitte, tout ce que Betty Assomo fait, va où? Monte au cabinet civil. Tout ce que Betty Assomo fait, va où? Monte à la présidence. Chez le contre-amiral. Et c'est lui qui décide. Betty Assomo ne pouvait pas mettre ici le nom de Melengui, puisque Melengui était déjà retraité. Il était au quartier. Il était dans son village. Mais qui met son nom là? C'est le contre-amiral, comme il le dit. Il décide de mettre qui il veut. Donc, vous comprenez donc qu'il y a quelque chose. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer encore un peu plus de vous donner encore d'autres indices. Ce qui s'est passé avec l'opération Brenda, comment elle s'est retrouvée dans la presse avec l'aval du contre-amiral
Joseph Fouda. Je vais vous expliquer ça clairement, vous allez comprendre. Comment ils ont vendu Brenda aux médias pour commencer aussi à faire des jeux doux à la communauté au fion sodomifiant. En sacrifiant Brenda, ils ont fait appel à la communauté des sodomifiants people pour leur donner des garanties. Après Biake, ne vous inquiétez pas, nous allons préserver vos intérêts. Ce monsieur-là est passant, il est vieillissant. Donc, après nous, après lui, c'est nous qui allons permettre que, voilà, vos défenses du fion soient officialisées, comme Bongola fait de l'autre côté. La condition, c'est que vous nous donnez le pouvoir, que vous fassiez partir le vieux. Donc, on vous permet déjà que celle-là commence à devenir l'ambassadrice de cette opération. Je vais vous montrer comment ça s'est passé. Ok? C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous dans cette vision. Vous me direz ce que vous pensez. Mon analyse n'est pas l'analyse, je suis un Camerounais, je suis un citoyen, je donne mon avis, je sais un peu de vous donner ce que je pense. Vous me direz aussi ce que vous pensez. Ok? Très bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Et chacun dans son domaine respectif. Et je suis convaincu que chacun de vous dans son domaine respectif redonnera le meilleur de lui-même pour que notre pays retrouve ses lettres de noblesse. Et qu'on fasse, et que nous fassions ensemble de ce pays la capitale du paradis. Ce qui a toujours été le rêve de nos ancêtres, de nos dévanciers, de nos parents. Je suis convaincu que vous le ferez. Je sais compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Parce que si longtemps que Dieu me donnera la vie, je serai de la partie. Je serai à vos côtés. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Peu importe son état, tout le monde se limite. Le coup d'état a plusieurs phases. Le coup d'état politique a eu lieu quand on a réussi à couper le président Biya de la base du RDPC. Il ne contrôle plus rien au RDPC. Le deuxième coup d'état a eu lieu quand il a signé les hautes instructions. C'est ce que j'appelle le coup d'état administratif. Donc, à travers les hautes instructions, on peut vous faire gober tout ce qu'on veut et la République donne l'impression d'être debout et que le président agit. Pourquoi agir sur hautes instructions là où le peuple a besoin de vous voir et de sentir qu'ils sont gouvernés? Le coup d'état économique a eu lieu. Vous avez vu, le président Biya a hérité de près de 100 sociétés d'État. Toutes ont été mises en faillite par ses amis et toujours par le parti, le RDPC. Le coup d'état institutionnel. Vous voyez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale où on a décidé de passer outre. Les tests disent que c'est le président de l'Assemblée nationale qui nomme le secrétaire général de l'Assemblée nationale. On lui a imposé un secrétaire général qui d'ailleurs est dans les couloirs du TCS pour détournement et autres. Donc il y a eu un coup d'état institutionnel. On a imposé un neveu du président pour avoir le contrôle de l'Assemblée, parce que Kava semble être un homme un peu rebelle sur les bords. Et au Sénat, une autre grosse institution, on a pris un légume, on a placé là-bas, Mavame Boutou, je ne sais pas, il doit avoir même 100 ans. Il est l'aîné du président, c'est l'oncle du président. Et vous voyez comment fonctionne cette institution. Et le dernier coup d'État qu'il vient de réussir, c'est l'humiliation de la justice. L'humiliation de la justice militaire, l'humiliation des militaires de haut rang. Quand on amène un monsieur comme le juge Sikati, assez de dire